Bonjour à tous. Alors, je vous remercie pour votre présence et au nom de la Fondation Qadar Ben Saleh, je vous remercie. Je remercie également les intervenants qui ont pris sur leur temps et pour être parmi nous aujourd'hui, pour nous éclairer par rapport à un sujet extrêmement important. Pour cette deuxième édition de Wixchange 2023, dans ce panel santé, nous avons choisi comme sujet la question de comment réussir l'équité sociale et territoriale en prenant une politique d'inclusion de santé. Alors, juste pour vous donner, on va essayer d'abord de commencer par l'intervention des différents intervenants. Et ensuite, en dernière partie, on va recueillir vos questions et on va essayer d'y répondre de manière directe. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les intervenants. Malheureusement, le professeur Taïeb Hamdi n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour une urgence familiale. On espère que ça se passera bien pour lui. Il a dû faire un déplacement en urgence à Fès. Ensuite, je tiens à vous présenter professeur Hassan Razel, président de la Société marocaine de la e-santé et télémédecine. Merci pour votre présence. Dr Mohamed Belmki, président de l'Association marocaine médicale de solidarité. Et enfin, M. Hassan Alami, le secrétaire général du Croissant Rouge marocain. Merci pour votre présence et on espère avoir une interaction des meilleurs parmi vous. Alors, justement, là, on va essayer de débattre sur la question de quelle stratégie d'amélioration de l'offre des soins au Maroc par des solutions aussi bien individuelles que collectives pour essayer d'œuvrer vers une espèce d'équité entre les différentes communautés et entre les différents territoires. Principalement, ou plutôt à l'ombre des événements derniers, du dernier séisme, nous nous sommes encore une fois rendus compte de l'écart extrêmement important qu'il peut y avoir entre le rural et l'urbain. Donc on va essayer de discuter quels sont on ne va pas se focaliser davantage sur l'aspect politique, mais sur un aspect plus concret, plus stratégique, technique, comment on pourrait profiter des différentes initiatives. Chacun des intervenants représente un très grand parcours de solidarité, un très grand parcours professionnel de l'offre des soins. Et on va essayer de profiter de leur expérience et de leurs bonnes idées pour en ressortir avec des nouvelles. Merci à vous et je cède la parole à professeur Hassan Alami en premier. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Qadar Ben Saleh d'avoir pris l'initiative de nous inviter pour traiter un sujet si important. Comme c'est une discussion, donc il n'y aura pas une présentation structurée avec un plan, etc. Ce serait plutôt un échange. J'ai choisi de vous parler de d'autres choses qui sont des choses pratiques. Je voulais quand même qu'on prenne conscience ensemble de l'importance du grand projet de couverture sociale qui se fait au Maroc. Un projet considérable. Je crois que tout le monde n'est pas encore conscient de l'immensité de ce projet. Il est traité avec beaucoup de professionnalisme et il est traité surtout avec un timing, ce qui n'est pas le cas de tous les projets que nous connaissons. C'est un projet qui est structuré et qui a un calendrier. Pour vous donner un exemple de calendrier, je vais parler de deux, trois petites choses. La première, c'est celle-là. On a commencé dans le cadre de la généralisation de l'AMO par couvrir de protection 10 millions de familles, aussi bien dans le privé que dans le public. Alors ça comprend évidemment les travailleurs non salariés, il n'y a pas que les salariés, les travailleurs non salariés, les professions libérales, toutes les professions libérales ont été concernées, les agriculteurs, l'artisanat, etc. Et la cotisation s'est posé la question de savoir comment faire participer les gens en fonction de leurs moyens, parce que c'est ça l'équité en réalité.
Si on se base seulement sur les déclarations d'impôts, on est à côté de la plaque, parce que les déclarations d'impôts n'intègrent pas tout l'aspect informel. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont aisés qui ne payent pas d'impôts. Donc, ce n'est pas le seul critère. Donc, on a inventé un proxy, on a inventé un système qui est très intelligent, sur lequel je ne vais pas revenir, mais on a négocié avec les branches, toutes les professions organisées ont connu des négociations, et on a créé des organismes de liaison pour appréhender la capacité de chacun à contribuer à ce projet. Ça, c'était une première vague qui s'est terminée en l'été 2022. Il y a une deuxième vague. La deuxième vague, c'était au profit des anciens bénéficiaires de Ramed. Tous les anciens bénéficiaires de Ramed, c'est-à-dire la population vulnérable, ont balancé sur l'AMO. Alors, après cela, on est passé au profit de vulnérables, mais qui n'avaient pas le Ramed. Tout ça, c'est pour élargir le maximum le spectre d'intervention de cette couverture. Alors, on a créé aussi l'AMO Tzadamon. L'AMO Tzadamon, c'est l'AMO qui ne concerne pas les salariés. Il y a 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, c'est 6 millions de foyers. Alors, au Maroc, la statistique des foyers, c'est 1,7 membres pour les personnes à charge, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a qu'une mère et ses enfants, lorsqu'il n'y a pas un chef de famille, dans ce cas, c'est la mère qui est chef de famille. Dans ce cas, la statistique, c'est 1,7 personnes. Et dans le cas où il y a un chef de famille, c'est 2,7. Un foyer au Maroc, c'est 2,7 personnes quand il y a un père, famille nucléaire, quoi, classique. Quand il y a un chef de famille, plus femme, plus enfant. Troisième, pour boucler la boucle, troisième phase qui s'est terminée en mai, qui va être terminée en mai-avril, c'est-à-dire 2023, nous l'avons terminé maintenant. Pour boucler la boucle, ce sont les personnes sans activité. Il y a beaucoup de gens qui sont fortunés, mais qui ne sont ni salariés, qui sont des rentiers, et qui vont bénéficier quand même avec une petite contribution à peu près 70 à 95% de protection sociale. Ça, c'est jusqu'à présent. Il y a encore un chantier qui vient d'ouvrir maintenant et qui va être terminé en décembre 2023, c'est celui des allocations familiales. Considérable comme chantier aussi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que peut représenter l'effort de couverture généralisée des soins de santé pour un pays comme le Maroc. C'est un pays d'économie moyenne, ce n'est pas un pays riche, ce n'est pas un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais c'est un pays qui a quand même des ressources assez limitées. Donc si vous prenez une couverture généralisée de soins et vous ajoutez à cela les allocations familiales et d'autres choses qui vont venir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que la vérité, les gens qui suivent le Maroc avec ses agrégats, avec ses capacités, peuvent ressentir une certaine fierté. Alors sur le projet qui va se terminer en 2023, ce sont les allocations familiales généralisées. Ce sont les ensembles des vulnérabilités. Avant, c'était les allocations familiales concernaient seulement les salariés. Maintenant, ça concerne tout le monde. Ça concerne même des personnes vulnérables adultes, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire les foyers qui ont des parents, des grands-parents, des personnes handicapées, ils seront traités dans le cadre des allocations familiales. Il y a une autre allocation forfaitaire qui va venir et qui est très importante, qui s'appelle l'aide directe. C'est un peu la contribution qui va nous permettre peut-être, entre guillemets, de mettre fin à la caisse de compensation, c'est-à-dire d'arrêter de compenser les produits de première nécessité. Bon, le sujet n'était pas la couverture sociale, mais je considère que l'un des facteurs essentiels d'une répartition des soins de santé, c'est de financer les soins de santé. Et ce projet-là, considérable projet, va être un instrument important pour réussir ce projet. Deuxième chose de laquelle je voulais vous parler, c'est le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge marocain est un acteur accompagnant les autorités publiques. C'est un auxiliaire des autorités publiques. Il n'intervient pas seulement dans l'aspect santé, mais il intervient dans beaucoup d'autres aspects. Et lorsqu'on parle d'aspect santé, c'est aussi bien prodiguer des soins que faire de la formation en matière de santé. Je vais vous dire deux mots sur ce qu'est le Croissant Rouge marocain. Croissant Rouge marocain, c'est une société de Croix-Rouge, Croissant Rouge, membre de la Fédération internationale et membre de CICR. Nous le sentons fortement lorsqu'il y a une inondation ou bien un séisme, quelque chose. On sent le poids du Croissant Rouge parce que nous recevons des demandes d'aide de partout dans le monde. Ce qui témoigne d'une énorme confiance internationale dans ce pays. Moi, ça fait 30 ans que je suis au Croissant Rouge. Depuis la mort de la princesse l'Américaine, j'assure la direction de
de la maison. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'appels par jour sur le plan international et national de gens qui nous disent de quoi vous avez besoin. Un pays et ils nous disent, nous faisons confiance dans ce pays. Nous savons que l'aide qui va arriver dans ce pays, elle va être destinée aux sinistrés. C'est un pays sérieux. Ça ne se fait pas en un jour. Ça demande énormément d'efforts. Et nous devons être heureux d'avoir cette personnalité imminente, Sa Majesté Mohamed VI qui a fait de ce pays un pays considérablement respecté, un pays loin des extrêmes, un pays qui a su imprimer sa marque. Chaque solution, moi j'étais ancien vice-président de la CGM. Nous avons quitté le système qui consistait à copier-coller. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une réforme, on va voir ce qui se fait le mieux en Allemagne, ce qui se fait le mieux en France, ce qui se fait un petit peu dans le pays anglo-saxon. Nous avons appris à travailler en fabriquant nous-mêmes de l'intelligence, ce qui est quelque chose de considérable. Chaque fois que nous entamons un projet, maintenant, on le pense marocain. Un petit peu africain maintenant, mais il est marocain. Et Dieu sait combien de réformes, à combien de réformes j'ai participé. C'est quelque chose de fondamental. Deuxième chose qui est aussi importante, c'est qu'il fut une période, je prends encore 5 minutes, c'est bon? D'accord. 3 minutes, c'est bon. Il fut une période où on disait qu'il faut abandonner la priorité nationale, il faut s'ouvrir au monde, etc. On a signé toutes les conventions de libre-échange, pratiquement toutes les semaines on signe une convention de libre-échange. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'on est pratiquement le seul à le faire, c'est que les autres, tout le monde se protège. Les États-Unis, qui est la plus grosse puissance mondiale, c'est le pays qui se protège le plus dans le monde, alors que c'est le pays, entre guillemets, le plus libéral du monde. Essayez d'intégrer un marché aux États-Unis, vous allez trouver des obstacles à ne plus savoir où les mettre. On s'est aperçu qu'il faut travailler marocain et produire de l'intelligence marocaine. Et c'est une conscience qui est nouvelle et c'est une conscience qui nous réjouit. Elle nous réjouit. Donc je reviens à la Croissant-Rouge. Donc société faisant partie de la Fédération internationale, nous avons 3 ou 4 métiers. Nous avons un métier de formation, c'est-à-dire nous formons sur pratiquement tous les métiers de la santé. Nous sommes en train de réaliser un grand projet à côté de la gare Casa Voyageurs, un projet d'un financement de 100 millions de dirhams qui va englober une quinzaine de fields de formation. Il y aura 1500 élèves en formation diplômante. Toutes les formations concernent la santé, c'est-à-dire les sages-femmes, les kinés, les infirmières, etc., etc., etc. Nous avons des hôtels parce que ça concerne toute la région de Casa, ça veut dire Stade, Jdida, Slimane, etc. Donc nous sommes sur ce grand projet de formation. Sur le plan de la santé, on forme sur la santé, mais on prodigue aussi des soins de santé. On passe notre temps à faire des caravanes médicales et on soutient d'autres associations pour les caravanes médicales. Nous avons une grosse activité jeunesse culturelle, sportive, théâtrale, musicale, conférences, etc. Et nous avons aussi une spécialité dans la gestion des catastrophes. Je voudrais vous dire, pour finir, que dans le cadre du séisme, nous avons 350 volontaires sur le house. Les 350 volontaires, peut-être 3 à 4 heures après le séisme, ils étaient déjà sur place, c'était les premiers qui essayaient de sauver les sinistrés. Donc l'un des rôles du Croissant-Rouge, c'est d'agir parmi les premiers, avant même des fois que la protection civile n'arrive. Et ils sont tous formés déjà pour ça. Ils sont formés sur les standards internationaux. On a une grosse équipe. Formée aux sinistres collectifs, aux catastrophes collectives. Donc gestion de catastrophes, culturelle, santé et formation. Je voulais vous dire que la dernière grosse opération que nous avons menée, nous l'avons menée avec la fondation Izza Ben Saleh Izza Slaoui, qui est une des filles de Ben Saleh. Nous avons fait un gros déplacement et je vous remercie, je félicite la personne qui a contribué avec nous. Nous nous sommes déplacés avec 25 médecins pendant 2 jours. On a soigné 2000 personnes, on a amené du matériel, etc. J'ai juste une remarque à faire. C'était une opération vraiment réussie et j'espère qu'on la répétera plusieurs fois. Je voulais juste vous dire ce que nous avons ressenti sur le séisme. Sur le séisme, nous avons ressenti que la population marocaine est généreuse, elle est bienveillante. Combien de fois nous prenons nos semi-remorques, nous arrivons à des villages pour les distribuer dans ces villages. Et ces villageois nous disent,
allez à notre village parce qu'ils ont plus besoin de vous. Nous nous sommes déjà servis. Cet esprit de dire allez, ils ont plus besoin de vous, c'est quelque chose qui nous réjouissait beaucoup. Il nous disait autre chose aussi. Je l'ai écrit dans la presse. Il nous disait on est tranquille parce qu'on sait que Mohamed VI viendra nous sauver. On n'est pas seul. Ça nous touche parce que cette liaison qui existe entre le chef de l'État et cette population, petite population, qui n'ont pas de moyens, le Maroc oublié, mais ils ont dans leur tête qu'il y a un sauveur dans ce pays. Et ça nous réjouit énormément, énormément. Alors sur l'opération Tsendrara, je pense qu'on fera beaucoup plus d'opérations de ce type-là. Je voudrais enfin vous dire que le Croissant Rouge appartient à tout le monde, que c'est une maison ouverte, que si ce n'est pas une question d'argent ou pas d'argent, l'argent vient après. Si vous avez du temps ou si vous voulez faire de l'activité sociale, vous serez les bienvenus et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hassan Razel, pour votre intervention. Nous reviendrons vers vous. Monsieur Hassan Alami, excusez-moi. Nous reviendrons vers vous pour en discuter davantage sur les propositions. Et je cède la parole maintenant à monsieur Mohamed Belmki, président de l'Association marocaine médicale de solidarité. C'est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Al-Qadr Ben Salah pour cette invitation et pour la qualité et l'excellente organisation de ce congrès. C'est la première fois que j'assiste et vraiment je vous félicite pour ce travail. Alors, je voudrais, suite à ce que vient de dire mon ami et mon maître, c'est Alami, parler un peu de cette politique inclusive et des politiques inclusives qui peuvent intéresser notre population. Et comme on vient de le dire, nous vivons actuellement, moi en tant que médecin, une véritable révolution dans le domaine de la santé. Cette couverture sociale universelle que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a ordonné pour que ça soit réalisé et exécuté au Maroc, est une véritable révolution. Comme on le dit, c'est une révolution silencieuse, mais qui change notre quotidien, nous, en tant que médecins, mais qui change beaucoup le quotidien de nos patients. Et je reviens à la définition de l'OMS de la couverture sociale universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une couverture qui devrait, en fait, permettre des services de santé qu'une personne a besoin, où et quand elle en a besoin, sans qu'il soit exposé à des dépenses financières. C'est ça l'essence de cette couverture sociale universelle. Et je vais un peu aller dans le fond pour aller vers le terrain et vers ce que nous proposons. Parce qu'on estime que si un patient est obligé de vendre ses biens pour se soigner, c'est qu'on va l'appauvrir et on va appauvrir avec lui toute la société. Et c'est ça un peu l'essence de cette couverture sociale universelle. Et ce qui m'amène à parler de l'Association marocaine médicale de solidarité, qui a été fondée en 2003, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui est une référence dans le domaine de la médecine mobile. Et c'est pour cela que c'est un peu le sujet que je voulais discuter avec vous. C'est un peu la place de la médecine mobile dans notre système de santé. Pourquoi cette médecine mobile est actuellement très importante ? Alors, nous avons, il le sait toujours, qu'il y a une répartition inéquitable des ressources humaines, il y a une répartition inéquitable des structures hospitalières. On prend par exemple, je vais revenir à cet exemple plusieurs fois, on prend l'exemple de la cataracte. Quand vous allez dans une province, il y a un seul ophtalmologiste, on parle du secteur public, qui est dans le chef-lieu de la province. Mais la province, parfois, il est sur 300 km de diamètre, sur plus de ça, et ça, c'est un peu la difficulté pour que le patient ou cet habitant qui habite à 300 km, qui a besoin d'une chirurgie de cataracte, ne va pas pouvoir utiliser les ressources que vous lui proposez parce que tout simplement, c'est impossible pour lui de se déplacer vers cette structure-là. Et c'est pour cela qu'au niveau de la MMS, on a pensé que l'approche mobile pourrait être utile pour toute la chirurgie froide. La cataracte en fait partie, la chirurgie viscérale courante d'hôpital de jour comme la lithiase vésiculaire ou les hernies peuvent faire l'objet de cette médecine mobile. Alors, la MMS, il a fait fabriquer, et ça aussi c'est
au niveau national, par des ingénieurs marocains, par des usines marocaines, des unités mobiles qui sont spécialisées, c'est-à-dire des unités mobiles de chirurgie de cataracte, des unités mobiles de chirurgie générale et des unités d'exploration qui peuvent être utilisées. Actuellement, nous en avons 11 unités mobiles qui sont utilisées dans tout le Maroc. Voici un exemple d'unité qui est fabriquée à quelques kilomètres d'ici, donc à Ain Sebaa, par nos ingénieurs et par nos industriels qui disposent, par exemple, c'est une unité de chirurgie générale qui dispose d'un bloc opératoire de chirurgie générale, d'une salle de réveil et d'une salle de stérilisation. Ici, c'est une unité de chirurgie ophtalmologique qui a été faite avec la collaboration de nos amis émiratis. Ici, c'est une autre unité de chirurgie générale. Alors voici ici l'intérieur de ces unités. Ici, c'est l'unité de chirurgie générale. Vous avez ici la salle de réveil et au fond, vous avez la salle du bloc opératoire. Tout ça, c'est une fabrication nationale où il y a toutes les normes de traitement de l'air, toutes les normes de pression positive à l'intérieur et toute la sécurité qu'il faut, que ce soit en termes d'énergie ou en disposant de la possibilité d'utiliser le courant électrique ou d'utiliser le solaire ou d'utiliser le diesel pour pouvoir pallier à toutes les situations possibles. Voici quelques images de nos campagnes donc de cataracte. Voici ici la salle de bloc opératoire de la chirurgie de cataracte avec tout l'équipement qu'il faut pour faire cette chirurgie dans les règles de l'art. Alors jusqu'à présent, nous avons réalisé 394 campagnes de cataracte et 300 000, à peu près plus de 300 000 bénéficiaires de ces campagnes de cataracte. Alors, je vais prendre un peu plus en détail la chirurgie de cataracte parce que c'est vraiment un exemple type. Parce que c'est la première cause de cécité dans le monde et au Maroc, il est la même chose. Nous estimons qu'il y a à peu près 500 000 cas de cataracte en attente de chirurgie. Et il y a le système de santé actuel au niveau des grandes villes ne peut couvrir qu'une dizaine, que 10% à peu près. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs barrières qui font que ces malades, comme ce patient-là qui a une cataracte au niveau des 2 yeux, il ne voit rien. C'est un patient qui ne voit que de la lumière. Il ne voit absolument rien. Il ne peut pas se déplacer. Il a besoin d'une tierce personne pour le déplacer. S'il habite loin, il doit payer les frais de déplacement. Et donc, tout ça fait que cette chirurgie n'est pas possible. Alors, quand on voit un peu la répartition des ophtalmologistes dans le Maroc, on voit qu'il y en a très peu, en particulier dans le système de santé publique. Alors, pour faire une chirurgie de cataracte, que doit faire un patient réellement ? Pour faire une chirurgie de cataracte, il doit se déplacer de son lieu de résidence, aller vers un hôpital. Donc, ça dépend de la distance. S'il habite en ville, ce n'est pas un problème. S'il habite loin, il doit se déplacer. Il a besoin d'une autre personne pour le prendre. Il doit arriver au niveau de l'hôpital. Il doit prendre un rendez-vous de consultation. Il doit faire le bilan de préopératoire. Il va prendre un rendez-vous de chirurgie. Il va acquérir le consommable. Et ça, c'est une autre question qui se pose toujours dans le système de santé publique. Et il va être programmé pour la chirurgie. C'est des étapes qui peuvent parfois prendre 3 à 6 mois et pour pouvoir être réalisées. Vous imaginez toutes les dépenses économiques qui ne sont pas comptabilisées par la couverture sociale que doit payer le patient ou sa famille pour le couvrir. Alors ici, j'ai essayé de faire un calcul des frais de chirurgie de cataracte pour un patient qui habite à peu près 150 km. Pour se déplacer et faire des allers-retours peut-être plusieurs fois, il aura à peu près 1000 dirhams. Admettons, on vient de le voir qu'en général, il y a quelqu'un de la famille qui habite dans la ville, il ne va rien payer pour le logement, mais il va squatter chez quelqu'un de la famille. Dans le système public, il doit acheter son consommable qui est aux alentours, même s'il a la couverture médicale qui est aux alentours de 3000 dirhams. Et il va immobiliser un patient, enfin un membre de la famille qui est en activité pour, disons, un minimum de 5 jours, ce qui fait à peu près une dépense de 750 dirhams, ce qui fait un total de 4750, sachant que la chirurgie de cataracte dans le privé, il coûte à peu près 7000 à 8000 dirhams. Alors, que propose la MMS ? Elle propose d'aller avec des unités mobiles équipées pour la chirurgie, de se déplacer vers le lieu de résidence du patient, d'assurer toutes les prestations le même jour, sans frais pour le patient, de faire le bilan nécessaire, d'opérer le patient dans la semaine et de faire le suivi post-opératoire. Toutes ces prestations sont totalement sans frais pour le patient.
c'est nos bailleurs de fonds, c'est nos sponsors qui nous aident pour réaliser cette activité, sachant que tout le personnel impliqué est un personnel qui est volontaire. Nous travaillons énormément avec le Croissant Rouge marocain, avec les médecins de la région et les infirmiers de la région. Alors ici, c'est un exemple. C'est une opération qu'on avait appelée Jdoud Naf Ayouna, qu'on a faite à Rabat en 2019, avant le Covid. Et on s'est mis, un groupe de médecins, on s'est fixé comme objectif d'opérer à peu près 1000 cataractes au niveau de la région de Rabat-Salé. Vous voyez que même au niveau de la région de Rabat, nous avons besoin de ce genre d'action. Et ça a permis, au bout de 3 mois, d'opérer donc à peu près 1007 patients au niveau de Khmisset, c'était Qasim, Qnetra, Tmara, Rabat et Salé. Alors une autre opération qui était également une grande réussite pour la MMS, c'est l'opération de l'Oriental qui a été faite l'année dernière, où nous avons sillonné avec les unités mobiles toutes les régions, toutes les provinces de la région de l'Oriental, de Nador, Berkane jusqu'à Figuig, et où on a opéré quelques 1460 cas de cataracte. Alors jusqu'à présent, ce programme de cataracte par les unités mobiles, on a opéré à peu près 34 000 cataractes au niveau de tout le Maroc. Alors ça, c'est l'approche mobile des soins de la chirurgie. Je vous parle brièvement d'une autre approche que développait notre association, c'est l'approche intégrée des soins. C'est grâce au Centre médical des maladies non transmissibles qui est à Rabat, qui était conçu pour répondre à la demande des diabétiques, c'est-à-dire d'essayer de rassembler au niveau d'un même point toutes les prestations dont a besoin un patient diabétique, que ce soit l'endocrino, le cardio, le laboratoire, la santé du pied, etc., pour pouvoir donc réaliser donc ces soins. Alors c'est un centre qui a été inauguré en 2013 et qui permet donc de répondre à tous les besoins de consultation pour les patients diabétiques. Donc, c'est une activité centrée sur le diabétique. C'est un patient qui n'a pas, c'est-à-dire diminué, qui arrive au niveau du centre et qui va être pris sur tous les plans concernant son diabète. Comme vous le savez, quand un patient diabétique voit un médecin, on lui donne des analyses à faire, on lui donne un examen ophtalmo à faire, on lui demande d'aller voir le cardiologue, on lui demande d'aller voir le néphrologue, etc. Et tout ça, c'est des dépenses pour le patient. Donc on a essayé de rassembler tout ça au niveau d'un seul centre. Et c'est le centre donc, des maladies non transmissibles de l'association. Vous voyez quelques photos de ce centre. On fait également au niveau de ce centre des programmes d'éducation sanitaire au niveau du centre. Alors, que retenir de cette présentation, c'est que, à mon avis et à mon sens, l'approche mobile est une option tout à fait justifiée dans le système de santé actuel pour pallier au déficit en ressources humaines et pour surmonter les barrières qui rendent l'accès aux soins très difficile pour nos patients, voire impossible. Et pour les pathologies chroniques, il faudra une approche intégrant toutes les spécialités dans un seul centre et une très bonne approche tant sur le plan social, médical et économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Blumke, pour cette présentation. Nous reviendrons vers vous encore une fois pour discuter des différentes perspectives d'évolution de cette couverture sanitaire, médicale en l'occurrence. Je cède la parole maintenant au professeur Hassan Razel, qui est président de la Société marocaine e-santé et de télémédecine. C'est à vous, professeur. Merci, Sereda. Je commence bien sûr, comme mes collègues, à remercier la Fondation de m'avoir associé à ce panel santé, me permettre de partager avec vous mes centres d'intérêt, celui de mes collaborateurs, partager le peu d'expérience que nous avons eu ici au Maroc par rapport à la santé digitale et télémédecine. Je vous remercie aussi de m'avoir laissé en dernier par rapport à ce qui était prévu, parce que j'ai bien apprécié de commencer par l'approche de médecine classique avec notre maître Salah Alami et de passer à la médecine mobile et à la médecine à distance, qui est la télémédecine. J'ai souvent confondu, quand j'entendais parler de la médecine mobile, une fois j'étais invité
un panel sur la médecine mobile. Pas moi, un collègue a été invité, il m'a demandé son aide. Donc on a préparé un speech sur la santé mobile, les applications mobiles utilisées dans la santé. Et bien sûr, il a été très gêné lorsqu'il s'est présenté. Il s'agissait de la médecine mobile. Donc aujourd'hui, j'étais pas surpris, mais j'aurais eu l'air assez ridicule si on m'avait invité sans préciser la différence entre la médecine mobile et la santé mobile. La santé mobile, ce sont toutes ces applications que vous avez dans votre smartphone et qui commencent à pulluler, à polluer en fait les Play Store. On a énuméré il y a 2-3 ans presque 700 000 applications qui est déjà disponible à raison de 70 000 applications qui sont produites chaque année et donc la majorité n'ont aucune validation clinique mais ils sont utilisés quand même et donc ça c'est une composante de la santé mobile. Pourquoi j'en parle ? Parce que on a dans la télémédecine, on a cette ambition de transformer les smartphones en hôpitaux, en centres médicaux, grâce à ces applications mobiles, du fait tout d'abord que tout le monde en possède et qu'ils sont accessibles partout, y compris dans les régions isolées, les régions rurales qui sont enclavées et qui en fait sont, à mon avis, l'une des cibles principales de ce qu'on appelle la recherche d'équité en soins, en prestation de services de soins. Et donc, l'équité ne concerne pas uniquement les zones rurales, certes, elle est même nécessaire dans les zones périurbaines, elle est même dans certaines régions urbaines, mais qui commencent à souffrir de ce qu'on appelle l'aspect déserts médicaux. D'ailleurs, c'est pour ça que des pays aussi avancés que la France s'intéressent à la télémédecine, parce qu'il commence à y avoir des régions qui sont carrément, avec le départ en retraite massif d'une certaine génération de médecins, n'arrivent plus à être remplacés, et d'où la télémédecine commence à être une solution. Donc la santé mobile, pas la médecine mobile, est une solution, est une composante de ce qu'on appelle la e-santé, et la e-santé et la télémédecine est une composante de la e-santé. On essaie de la mettre à côté parce que ça fait joli et parce que ça intéresse un peu plus les médecins. Sinon, la télémédecine, tout ce qui est analogique a disparu avec le digital. Et donc, le terme qui est utilisé à l'échelle mondiale et qui est de plus en plus adopté, c'est la santé digitale, le digital health, et qui inclut également la télémédecine. Parce que finalement, quand on parle de télémédecine, c'est-à-dire un échange, c'est plutôt un échange d'informations médicales qui peut être sous forme visuelle, vocale, scripturale ou autre. Et donc, le terme télémédecine pourrait disparaître à terme, être remplacé par la santé digitale, étant beaucoup plus englobante, y compris dans l'aspect application mobile. Maintenant, est-ce que la télémédecine est une solution à l'équité territoriale? Est-ce que c'est une solution à l'équité périurbaine? Est-ce que la télémédecine est une solution à la couverture, à la mise en place d'une couverture universelle que vous avez bien définie, cher ami? Je vous remercie. Donc l'OMS déjà en 2019 avait annoncé que le digital promet, et là, il tient de ses promesses par rapport à cette extension de la couverture universelle à travers le monde, en termes d'urgence, en termes de soins de santé, en termes de bien-être. Et du coup, l'OMS a créé en 2019 pour la première fois le département de santé digitale et innovation. Et le terme innovation ici, il est très important parce qu'on est dans un secteur qui est tout à fait nouveau et les aspects innovateurs sont très importants et nos jeunes sont vraiment inspirés là-dessus. Ils sont invités à s'investir pour venir avec des solutions de plus en plus performantes et de plus en plus efficaces.
Et donc, il y a room, il y a espace pour création et innovation énorme dans cet aspect-là. Donc, en 2019, le département de santé digitale a été créé. En 2020, le MRO, donc le département OMS de la région Est méditerranéenne, a aussi organisé son premier conseil, si vous voulez, par rapport à la mise en place de la santé digitale dans notre région. J'ai été invité et j'ai découvert qu'en fait, le Maroc, il est assez bien avancé par rapport à beaucoup de pays de la région. Nous sommes peut-être un peu devancés par l'Arabie Saoudite, qui avait déjà démarré la télémédecine il y a très longtemps, du fait que le territoire il est très large, désertique, et qui en fait, il y a cette répartition inéquitable des professionnels de la santé, cette disparition inéquitable des professionnels de la santé, nous en souffrons. Nous, au Maroc, on en souffre énormément. La majorité des spécialistes, ils sont enclavés entre Rabat, entre les axes Casa, Kinitra et Casa. Pire que ça, il y a beaucoup de régions où vous avez des spécialistes, mais qui habitent à Rabat ou à Casa et qui font les navettes parfois par avion. J'en connais qui font la navette à Smara. Et donc, parce que finalement, tout le monde pense qu'il a le droit à une vie urbaine avancée et à une éducation surtout pour les enfants. Et donc, nous devons trouver des solutions qui, à la fois, préservent le droit à tout un chacun, surtout aux médecins et aux spécialistes, à une vie en attendant que toutes les régions soient développées de façon équitable. Donc, l'équité, elle ne concerne pas uniquement la santé, c'est un problème qui concerne tous les aspects de la vie. Et donc, en attendant, on a pensé à ce que la télémédecine pourrait apporter une solution à cette équité, à cette inclusion sanitaire et sociale. Et à cet égard, je tiens à citer deux expériences qui sont très conséquentes, qui ont lieu au Maroc. Et la première, c'est celle de l'Université Mohammed VI de Casablanca et Sciences de la Santé, où je suis associé. Et la deuxième, c'est une expérience qui a été initiée par une boîte américaine qui s'appelle Qualcomm dans la région de Fès. Donc il y avait pas mal d'autres petites expériences pilotées ici et là, mais à ma connaissance, ces deux expériences sont les plus expressives et celles qui pourraient illustrer cet aspect de ce qu'on appelle recherche d'équité sociale et d'inclusion territoriale. Donc l'Université Mohammed VI a diagnostiqué, a fait un diagnostic territorial et la conclusion était qu'il y avait 270 communes à travers le territoire marocain qui souffrent de ce qu'on appelle un enclavement sanitaire, dont 160 souffrent d'un enclavement sanitaire très critique. Et donc, notamment les régions qui ont été touchées beaucoup se retrouvent malheureusement dans les régions qui ont été touchées par le tremblement de terre. Et donc les régions montagneuses en particulier. Et donc, qui dit 160 enclavements critiques, ça veut dire un éloignement très conséquent par rapport au premier centre périurbain, au premier centre médical en bonne et due forme. Au niveau infrastructure, il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup de disparité entre le milieu urbain et le milieu sanitaire, étant donné que dans toutes les communes, en tout cas, il y aurait un centre médical avec un médecin généraliste. Mais c'est au niveau des ressources humaines qu'il y a un grand problème. Il y a d'abord l'accès à ce centre médical par rapport aux différents villageois et montagnards qui se trouvent dans la région, qui est très difficile, accessible, moins que 2 heures est considéré comme un isolement critique. Et puis ces régions-là qui sont aussi isolées par rapport aux CHU centraux, notamment ceux de Casa et de Rabat. Bien sûr, et de Fès. Les autres, ils sont nouveaux, ils n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Et donc, ce diagnostic a été, on lui a proposé comme solution donc la télémédecine. Et du coup, c'était en 2018, et alors il y a eu la création de la Société marocaine de télémédecine,
qui est différente de notre association. La Société marocaine de télémédecine est une sorte d'agence de santé parce que dans le bureau, il y a des ministres qui figurent. Donc, c'est plutôt une agence de régulation de l'action de télémédecine qui a été créée sous forme d'une association et qui a démarré un vaste projet qui devrait toucher 160 communes entre 2018 et 2025. Malheureusement, en fait, ça a été conçu sur 3 étapes. Une étape proof of concept qui a duré quelques mois avec 6 sites, notamment dans la région d'Azelal, Zagoura et Midelt, et qui a été prolongée dans une deuxième étape avec l'ambition de toucher 30 communes additionnelles. Mais à ce jour, à ma connaissance, le bilan est à 14 sites parce que, entre-temps, il y avait la Covid-19 qui est arrivée et qui a bloqué le processus, ce qui est paradoxal parce que la Covid-19 à travers le monde, y compris le Maroc, a accéléré la mise en place de la télémédecine. Et donc, vous avez remarqué que pendant les premiers mois de confinement, il y a eu la création de plusieurs plateformes de télémédecine au Maroc. Nous en avons énuméré une douzaine qui ont sorti comme des champignons et qui ont servi généralement dans l'illégalité l'action entre médecins et patients. Le ministère de la Santé, l'Ordre des médecins, ils ont fermé les yeux dans une certaine période parce qu'il fallait quand même, on est dans une période d'urgence, dans un état d'urgence, on ne peut pas utiliser la légalité à sa limite extrême. Il faut être flexible. Cette flexibilité a eu lieu pas uniquement au Maroc, dans différents pays à travers le monde. Donc cette expérience, à ce jour, il touchait quelques pathologies, donc notamment les maladies materno-infantiles, quelques maladies chroniques, notamment le diabète, et puis les maladies dermato et ophtalmo. Donc il y avait le patient qui est dans 6 villages qui ont été choisis dans un premier temps. Les villageois sont consultés à distance par les médecins de l'université Mohamed VI bénévolement. Et donc, avec l'assistance d'un professionnel de la santé, un infirmier qui était en local. Cette expérience a permis en fait de diagnostiquer plusieurs problèmes. L'un des problèmes techniques, c'est la connectivité. Donc la connectivité, vous comprenez, on parle d'équité par la télémédecine. Si on ne résout pas l'équité de la connectivité, on ne va pas résoudre l'équité de la santé par la télémédecine. Mais bien sûr, il y a eu des solutions qui ont été proposées, notamment solutions satellitaires, mais les solutions satellitaires sont coûteuses. Et puis, il y a la 5G qui arrive, espérant que les opérateurs puissent être beaucoup plus démocratiques et essayer d'étendre leurs services de la même efficacité qu'ils le font dans les régions urbaines qui rapportent beaucoup plus. Donc à cet égard, c'est le régulateur qui doit imposer certains minima. Donc, et puis au niveau social, on a constaté que la majorité des consultations à distance se font pendant la journée de souk. Donc le médecin qui devait assurer la permanence pendant la journée de souk travaille et les autres, ils reposent. Hein. Donc, et puis, il y a un autre problème, un aspect, c'est quand il s'agit de problèmes intimes féminines. Le professionnel de la santé dans les régions rurales, c'est généralement un homme. Et donc, il y a eu un problème de communication à cet égard-là. Et à s'ajoute là le problème de langage. Ces régions sont généralement amazighes et les gens ne parlent pas. Donc, et là, il faut donc penser, pour une meilleure équité sociale, penser à cette équité, à ce clivage digital, générationnel. Donc, et donc là, ça nous ramène à penser des solutions qui sont adaptées à la réalité marocaine. Et à cet égard, si vous me permettez, j'aime toujours raconter une petite blague par rapport à ce clivage générationnel. C'était une fois, il y avait Madame Samia Chakri qui était présidente de l'ADD, l'Agence de développement digital, qui présentait dans une conférence organisée par le réseau français de télémédecine, et il parlait de l'expérience de rendez-vous en ligne. Rendez-vous en ligne, c'est une expérience qui a été initiée par l'ADD et le ministère de la Santé et qui a gagné en 2015, je crois, un prix dans le sommet gouvernemental
aux Émirats. Et du coup, il a été élargi à tous les hôpitaux à travers le Maroc. Et donc, il a raconté l'expérience qui a été, l'évaluation de cette expérience dans un hôpital à Fès, qui est Ibn Khatib, avec un résultat que 90% des rendez-vous sont maintenant pris en digital. On est en 2016. Alors, il y a un médecin français qui s'est levé dans la salle et lui a dit, est-ce que Madame Samia, vous prétendez que le Maroc est plus avancé que la France dans le digital et la santé? Parce que nous, en France, on n'atteint pas ces chiffres-là en santé digitale. Ah ben, la réponse était qu'il y avait deux éléments qui ont permis cette réussite. Premièrement, c'est que tous les hôpitaux n'avaient pas de système d'information, tous les hôpitaux étaient mal équipés, tous les hôpitaux n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient pas de data center, et il était facile de les convaincre d'utiliser une solution centrale au niveau de l'ADD. Donc, c'était facile d'utiliser le net et cette solution. Donc, il n'y avait pas cette dispute. Non, j'ai mon système d'information, il ne faut pas y toucher. Et donc, ils étaient tous disponibles à utiliser cette solution centrale. Et le deuxième point, c'est qu'on a adopté la solution à la réalité locale. C'est-à-dire qu'on a formé autour de l'hôpital Ibn Khatib les téléboutiques. On les a formés à prendre ces rendez-vous en ligne. Et l'agent de sécurité disait aux patientes qui attendaient pour prendre leur rendez-vous, vous avez le choix, madame, monsieur, d'attendre 2 heures votre tour pour prendre rendez-vous, d'aller 5 minutes pour 5 dirhams prendre le rendez-vous. Et c'est ce qui a permis d'atteindre ces pourcentages élevés. Et donc, la moralité de l'histoire, c'est que les solutions hautement techniques, oui, c'est bien, mais si on oublie la réalité que 40% de la population marocaine est encore analphabète, au moins digitalement, on risque de passer à côté de la plaque et de ne pas élaborer des solutions réelles. Résultat, je termine 1 minute. Donc, résultat de cette expérience de l'Université Mohammed VI dans sa phase pilote était 80% des consultations ont été finalisées à distance. Et donc, vous imaginez, ça vous rejoint, cher ami, vous imaginez combien, j'ai beaucoup aimé vos chiffres-là, je l'ai retenu, 4750. Donc, on a sauvé à chaque personne 4750 dirhams à 80% des personnes qui n'étaient pas obligées de se déplacer, qui étaient obligées de se déplacer alors qu'ils ne le sont pas, puisque la solution à distance aurait été faite. Et puis, je termine par je voulais parler de l'expérience de Fès, mais je la laisse peut-être dans le débat. Mais je termine. Nous avons également utilisé la télémédecine dans une expérience pilote pendant le tremblement de terre dans la région de Tahannaout, qui a été très efficace, notamment avec l'hôpital général, la clinique générale de Casablanca en télécardiologie. Et nous étions étonnés par la découverte combien de personnes atteintes qui souffraient donc de problèmes de tremblement de terre, mais souffraient de maladies cardiologiques alors qu'ils ne le savaient pas. Et ces gens-là, heureusement, 3 ou 4 ont été orientés vers l'hôpital universitaire Mohammed VI à Casablanca pour un suivi. Voilà quelques exemples de réussite ou de promesses à créer une équité sociale et territoriale par rapport au droit à la santé, à une santé de qualité. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Hazel, pour votre brillante intervention, ainsi que celle des autres intervenants. Alors, avant de vous repasser la parole pour la discussion, j'aimerais juste vous lire sommairement le mot de professeur Taïeb Hamdi, qui n'a pas pu être parmi nous, mais qui nous a envoyé quand même son intervention écrite hier soir, qu'il a intitulé « Le secteur privé à but non lucratif comme un levier d'accessibilité financière, d'égalité territoriale, d'équité, de gouvernance et de motivation des ressources humaines ». Tout d'abord, professeur Hamdi, il essaie d'expliquer c'est quoi le problème, en fait, réellement, où il énumère un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas vous les lire entièrement, mais il dit qu'il y a une offre de soins en dessous des besoins, de la demande et des attentes. Nous sommes à une moyenne de 1,17 lits par 1000 habitants. Les pays de l'OCDE stipulent une moyenne de 3 fois. Par exemple, la France a plus de 3 fois la moyenne de l'OMS, l'Espagne 5 fois et le Japon 12 fois. Il énumère aussi une pénurie des professionnels de santé, un manque qu'il situe
de 34 000 médecins selon les normes de l'OMS. En France, 5 fois les normes de l'OMS et des aires médicaux. Et il parle également d'un exode de compétences médicales de plus de 29 000 médecins au Maroc et de 14 000 médecins marocains à l'étranger. Nous disposons, je reprends, de 29 000 médecins au Maroc et nous avons plus de 14 000 médecins marocains à l'étranger que nous avons formés nous-mêmes. Le tiers des médecins formés chaque année partent à l'étranger. C'est quelque chose d'énorme. Les revenus, les conditions de travail, la formation, la carrière, l'image du médecin dans les médias publics et privés n'est pas reluisante. Nous parlons d'inégalité territoriale. 50% des médecins, comme vous dites quasiment tous, selon vos interventions, que c'est... alors, excusez-moi. Les inégalités territoriales, 50% des médecins sont sur l'axe Jdida-Qnetra et 75% des professionnels de santé sont concentrés uniquement dans 3 régions, 25% dans les 9 autres régions. La participation des ménages en termes de dépenses dans la santé au Maroc dépasse les 60%, dont 45% d'une manière directe. Les bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire, malgré leur assurance, restent à la charge de dépenses directes en dehors du transport, du noir, des autres dépenses, se situent entre 30 et 50% selon le secteur et le type de maladie. Un élément qui est revenu dans votre intervention aussi, 10% des familles qui glissent vers la pauvreté à cause d'une maladie ou un incident de santé. Un système de santé centré sur l'hospitalier et non le préventif, une stratégie anachronique, coûteuse et peu rentable, un secteur public non attractif ne capte que le 10e des dépenses de l'AMO, malgré sa capacité litière double de celle du privé, alors que le reste va au privé. Un secteur privé non efficient, 80% du matériel non utilisé ou non utilisable, un spécialiste dans le public fait en moyenne 3 consultations par jour et un chirurgien du privé fait une intervention chirurgicale tous les 3 jours. Le vrai coût d'une prestation dans le public est le double, des fois le triple de son coût dans le privé. Le secteur privé serait dépendant du public en termes de ressources humaines. Jusqu'à ce jour, a priori, nous ne formons pas dans le privé des médecins, sauf quelques initiatives qu'on pourrait limiter. Problème de transparence, de facturation, de répartition géographique, du rapport du Conseil de la concurrence de 2022. Alors pour les défis, professeur Hamdi parle de comment réussir la généralisation de l'AMO, comment rendre le secteur public attractif, comment réguler le secteur privé et comment réduire la participation des ménages aux dépenses de santé, ainsi que comment réformer les caisses de maladie pour réduire le reste à charge et passer au tiers payant pour l'ambulatoire à travers une justice territoriale, la formation de plus de médecins et de pouvoir justement les retenir au Maroc. Le challenge, selon professeur Hamdi, est que le secteur public est censé être la locomotive de la refonte du système de santé. La réalité, c'est que c'est difficile de prévoir un changement radical, au moins dans les 2 décennies à venir. Or, cette période est cruciale pour la réussite des chantiers de santé du Maroc et de la protection sociale qui va avec. Attendre la transformation du secteur public ou la forcer, le Maroc a besoin d'un secteur qui allie un service public et une gestion privée. D'où l'intitulé. Hôpital public à but non lucratif ou clinique privée à but non lucratif ou secteur privé à but non lucratif. Les salaires des gestionnaires définis par voie réglementaire, bénéfices non distribués en dividendes mais réinjectés dans l'investissement, un modèle de gestion privée des services calqués sur le secteur public, des motivations fiscales, réduire les coûts et accéder au marché de capitaux pour acquérir de nouveaux équipements. Dans son approche, professeur Hamdi, des expériences comparées, il évoque que l'hôpital public à but non lucratif permet au système hospitalier d'éviter de se segmenter en un système à 2 vitesses, c'est-à-dire des hôpitaux privés pour les riches et des hôpitaux d'État pour les pauvres. Un hôpital qui ne traite que les pauvres finit par devenir l'hôpital
pauvre. Aux États-Unis, dit-il, 60% des hôpitaux dépendent du privé non lucratif. 8 sur 10 lauréats du palmarès annuel américain sont des établissements privés non lucratifs. L'établissement privé non lucratif aux États-Unis, rapport qualité-prix, coût supérieur à celui des établissements à but lucratif. Je passe sur d'autres expériences comparées, aux Pays-Bas notamment, en Allemagne ou en France. L'état des lieux sur le secteur privé à but non lucratif au Maroc. En 2021, le Maroc comptait 613 établissements privés de soins, dont 389 sont des cliniques privées, c'est-à-dire 63%. Et 224 établissements assimilés, dont 196 centres de dialyse et 28 autres de type dans des centres de radiologie, centres de réhabilitation et centres d'oncologie. Le rôle important des cliniques privées à but non lucratif, sur 613 cliniques et établissements assimilés, 32% à but non lucratif, soit 199 établissements. Alors, les cliniques à but non lucratif, dans 93% des cas, c'est-à-dire 363, et à but non lucratif, dans 7% uniquement des cas, 26. La répartition inégale et déséquilibrée des 5 régions regroupe 79% des cliniques privées, 82 des lits de l'offre, soit 4 cliniques sur 5, et 4 lits privés sur 5 dans 5 régions. 9 cliniques sur 10 ont un capital social inférieur à 10 millions de dirhams, 43% des cliniques moins d'1 million de dirhams, une capacité litière très limitée, 60% des cliniques privées, moins de 30 lits avec une moyenne de 19 lits par clinique, 95% des cliniques ont moins de 100 lits et 45 lits en moyenne. En conclusion, professeur Hamdi prêche pour l'encouragement du secteur privé à but non lucratif pour aider à élargir l'offre des soins, la mieux répartir, réduire les coûts, renforcer la formation et encourager une concurrence vers le mieux avec le privé pour jouer un rôle du service public avec une gestion privée plus pragmatique, plus souple et plus efficiente, participer à l'équilibre financier des caisses de maladie et donc réussite de la généralisation de l'AMO, fondation, ONG, etc. Alors, ce fut le mot de professeur Hamdi. Nous le remercions au nom de la fondation et à votre nom. Et si je peux me permettre, il est clairement, comme vous y êtes aussi, vous allez l'expliquer un peu mieux que moi, mais nous parlons davantage de cliniques à but non lucratif, de l'exemple des cliniques de la CNSS. Nous parlons, n'est-ce pas, des hôpitaux et des fondations, par exemple, de Cheikh Zayed, de Cheikh Khalifa, et des cliniques du Croissant Rouge marocain, notamment. Donc, effectivement, depuis que l'on a bifurqué dans les différents types de l'assurance maladie obligatoire, un certain nombre de patients qui ne pouvaient se soigner que dans un public un peu défaillant, aujourd'hui peuvent se diriger vers la clinique Mohamed VI de Bouskoura ou la clinique Cheikh Zayed de Rabat ou Cheikh Khalifa de Casablanca et profiter des soins de la clinique à travers leur nouvelle carte. Et si j'ai bien compris, et la clinique, ou plutôt la fondation, assurerait le tiers payant, n'est-ce pas? Donc c'est une expérience qui, selon le professeur, pourrait être le salut et pourrait être l'essor, qui pourrait aider à désengorger un peu le blocage qui existe dans les établissements publics et le coût exorbitant qui pourrait ressortir de l'installation de nouveaux hôpitaux universitaires dans des régions reculées qui parfois manquent de patients avant de manquer de ressources humaines, avant de manquer de ressources financières. Je tiens aussi, et cette fois à mon nom, et juste pour titiller un peu et relancer le débat, je voulais partager avec vous les résultats d'un concours qui a été lancé dans la région de Ouarzazate en 2022, le 16 avril, pour un médecin généraliste. Alors, voilà les résultats du concours.
ceux qui ont réussi? Personne. Vous savez pourquoi? Personne ne s'y est présenté. Donc, c'est sur cet état de lieu que j'aimerais vous relancer, vous trois, et je vous laisse la libre parole. Comment retenir nos médecins? Comment les encourager à aller vers ces régions-là? Comment les outiller? Et pourquoi pas, comment attirer d'autres compétences médicales internationales à venir chez nous? Je vous remercie, je vous cède la parole. Parfait. Merci de cet exposé, merci des interventions de mes confrères, c'était très instructif. Je voudrais dire deux petites choses en complément de ce que j'ai raconté. La question n'est pas comment de retenir les médecins dans les régions éloignées, la question est comment de les retenir au Maroc. Pour vous parler de mon expérience personnelle, moi je ne suis pas médecin, je suis expert comptable. Nous avons des écoles de formation d'infirmières à tous les niveaux, aides-soignantes, infirmières auxiliaires, infirmières polyvalentes. Nous avons des fondations étrangères qui viennent nous voir. Nous avons une convention avec des fondations allemandes, une fondation américaine, qui viennent nous voir pour nous dire combien vous produisez d'infirmières par an. Nous, on a un institut. Après, on va commencer à produire des milliers. Mais maintenant, nous avons un institut qui produit 250 à 300 infirmières par an. La première des questions qu'ils nous disent, donnez-leur en plus de la formation en médecine, une formation en langue, soit allemande, soit anglais. Et les 10 prochaines années, tout ce que vous produisez, nous les embauchons et nous leur donnons le séjour, la carte de séjour avant qu'ils partent d'ici. Et nous avons évidemment, on pose la question aux filles et aux garçons, tous ils veulent partir, évidemment. Combien ils touchent à l'entrée? Premier mois, ils touchent 3 000 € par mois. Alors, dans ces conditions-là, il est impossible d'éviter l'exode. Il est impossible. Alors, est-ce qu'on règle un problème de santé ou on règle un problème de chômage? Parce qu'en demandant à des bacheliers de venir faire 2 ou 3 ans d'études et en leur rassurant qu'à la sortie, ils ont un emploi à l'étranger, vous pensez bien que ça assèche le marché local. Ça, c'était une observation et il faudrait peut-être réfléchir. Et la médecin, je pense que c'est la même chose. Moi, je ne forme pas de médecins, je forme que des infirmières. Alors, deuxième chose qui est très importante, suite à l'exposé du professeur Simhan Mouki, effectivement, nous passons notre temps à faire des caravanes médicales, des diagnostics, diabète. Soit maintenant, nous allons acheter des camions avec diverses spécialités, gynécologie, cardiologie, etc., et nous déplacer sur les régions et faire une rotation qui permet de suivre, d'ouvrir des bases de données avec une identification des malades et de les suivre dans une région, envoyer un camion par région et de faire les villages régulièrement avec un programme discuté et avec un dialogue avec les médecins pour que ça devienne une médecine permanente sur la base de matériel mobile. C'est pour ça que les dons maintenant que nous demandons aussi bien aux instances internationales qu'aux sociétés qui veulent nous aider, ne nous donnez pas de médicaments, donnez-nous du matériel pour déplacer, pour faire de la médecine mobile. Voilà les 2 observations que je voulais faire. Je voulais un peu rebondir sur l'expérience de Ouarzazate pour essayer de se poser la question pourquoi ces médecins ne veulent pas se présenter à ce concours. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas servir leur pays ou parce qu'ils ne veulent pas partir dans ces régions. Ils veulent partir dans ces régions, mais ils veulent avoir la garantie que quand ils voudront quitter ces régions, ils ont la liberté de la quitter. C'est ça un peu la difficulté. Pourquoi, dans le concours de santé publique, c'est un engagement sur 8 ans sans pouvoir discuter du lieu où vous allez travailler? Parce que quand vous engagez un fonctionnaire ou un salarié chez vous, il a le droit dans le contrat de vous faire un préavis de 3 mois et de vous quitter. Dans la santé publique, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que les gens ne se présentent pas. Et il faut savoir une chose, que entre le doctorat de médecine et le début de résidanat ou le début du travail du médecin, il y a en général entre 12 mois et 18 mois où le médecin ne fait rien. C'est une période où nous avons beaucoup de médecins issus de nos facultés de médecine, des 6 ou 7 facultés de médecine actuellement, qui pendant 1 an et demi, avant de partir en Allemagne ou en France, etc., ils ne font rien. Et c'est une pépinière que si on arrive à les exploiter, à leur garantir qu'ils peuvent, nous avons besoin d'eux à Ouarzazate, à Figuig, etc., mais quand ils voudront partir, ils pourront partir.
c'est la garantie qu'il faut leur donner. C'est la seule chose qu'ils demandent. Pourquoi ils ne partent pas dans ces régions? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas partir, mais parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils vont signer le contrat, ils seront morts. Voilà, sous réserve d'un remplaçant qui ne viendra pas. Allez, d'accord. Nous allons ouvrir la discussion. Allez-y. Si vous avez une... J'ai pris votre place. Non, il n'y a pas de souci. Nous allons ouvrir la discussion dans quelques minutes. Juste pour rebondir sur votre question et donc joindre ce qui vient d'être dit, j'ai une petite remarque d'abord par rapport à Monsieur L'Alami concernant est-ce que les caravanes sont une solution. Il y a aussi le temps médical, parce que oui, on peut augmenter le nombre de caravanes médicales, mais est-ce qu'on peut trouver facilement les ressources humaines qui peuvent aller assurer ces caravanes? Pour le moment, c'est fait au bénévolat. C'est des médecins engagés généralement qui participent. Et donc, et puis même si on les paye, il faut trouver ces personnes qui peuvent faire le chose. Donc il y a le temps médical, et ce temps médical se complexifie maintenant avec cet exode rural massif, cet exode médical massif de nos médecins à l'étranger. Donc certes que la médecine, les pays occidentaux généralement attirent par beaucoup d'éléments, notamment le salaire, mais il n'y a pas que le salaire, il y a les conditions de travail. Et je crois, à cet égard, si on arrive à améliorer les conditions de travail des médecins dans les hôpitaux, parce qu'il faut voir l'état de nos hôpitaux, et donc il y a beaucoup de médecins qui disent « moi je veux bien travailler, mais il faut qu'on me donne les moyens de travailler », parce que nous avons des jeunes qui sont assez engagés et qui aiment leur pays et qui veulent le servir, mais faut-il leur donner les conditions de travail efficaces et humaines. Donc il faut travailler sur les conditions de ces hôpitaux. Je crois qu'il y a au niveau du ministère de la Santé une prise de conscience, et il y a dans la nouvelle réforme un élément très intéressant par rapport à l'amélioration qui est le troisième élément de l'axe de la réforme, l'amélioration de la prestation de soins. Et avec la Coupe du Monde, je crois, nous sommes obligés de s'aligner avec les standards mondiaux. Et donc, je suis convaincu que nous aurons des hôpitaux de qualité à travers le monde prochainement. C'est un élément qui permettrait de retenir un certain nombre. Mais cette mobilité, il peut se faire dans les deux sens. Donc, il y a beaucoup, moi je connais beaucoup d'étrangers qui ont envie de venir travailler au Maroc, quel que soit le salaire, juste parce qu'ils aiment le Maroc, ils aiment nous avons un pays merveilleux, très beau, un climat très merveilleux, nous avons des conditions, une qualité de vie extraordinaire. Donc je crois que nous avons plein d'éléments qui peuvent attirer pas uniquement les Marocains qui sont à l'étranger, mais aussi d'autres étrangers qui ont simplement envie de jouir avec nous, de partager avec nous la beauté de ce pays. Et donc nous avons aussi les atouts qui nous permettraient d'attirer les gens juste par le Maroc. Et puis il y a, je suis membre de l'association C3M, qui est l'association des médecins marocains du monde, et donc je vous assure que tout le monde a envie d'aider le pays, même à distance. Et donc ces personnes-là qui sont ces médecins marocains qui sont à l'étranger, il y en a entre 6 000 et 10 000 médecins. La majorité, ils ont envie d'aider à distance. On pourrait leur donner l'occasion de venir travailler un mois au Maroc, faire un dispatching avec l'association ou d'autres organisations et essayer de profiter de ces médecins, je crois, ou bien utiliser la télémédecine pour essayer de profiter c'est de réduire le coût, le dégât causé par cet exode rural, exode médical dans le médecin à l'étranger. Et puis, il faut accepter la réalité. Cette mobilité, c'est tout à fait humain. Un jeune qui vient d'avoir son diplôme, il a envie d'aller découvrir d'autres mondes. Donc, moi, je l'encouragerais. Je lui dirais, allez, découvre, mais garde la flamme de payer et reviens aider le pays une fois tu as acquis l'expérience qu'il faut. En attendant, on est obligé, nous, ici au Maroc, de leur préparer les bonnes conditions de travail. Merci beaucoup pour vos réponses. Une dernière petite question à l'ombre de vos réponses. Est-ce que vous pensez que la régionalisation ou une gestion par région pourrait justement apporter des solutions à cela? C'est-à-dire, si j'inverse un peu la question, si ce concours-là
étaient présentés à Casablanca, ou à Rabat, ou à Agadir. Est-ce que nous aurions eu un peu plus de candidats? Est-ce que nous aurions eu des candidats? Et est-ce qu'on pourrait articuler ou envisager au moins la formation et le devenir professionnel des 10 médecins et des 10 infirmiers aussi? Je continue à croire que la colonne vertébrale des soins, c'est d'abord prodigué par les infirmiers et les infirmières. Je le sais de première main. En psychiatrie et en psychologie, nous ne le savons que trop bien. Le médecin est là pour chapeauter, pour donner des instructions, mais celui qui va porter, et ça m'introduit aussi de parler de ce parent pauvre de la médecine qui est la santé mentale. Est-ce que la formation gagnerait justement déjà à être dispatchée dans les différentes régions du Maroc, et le choix et les postes budgétaires proposés aussi, est-ce que chaque région ne devrait pas avoir une certaine autonomie et indépendance selon ses propres besoins? Je pense que c'est tout à fait logique, c'est l'orientation même de notre pays, c'est-à-dire de créer plus de facultés de médecine et de créer la régionalisation du secteur de la santé par les GST. Et juste pour répondre à la question, est-ce que si on avait fait le concours à Casa, on aurait plus de monde? Je dirais que c'est pas sûr. Parce que c'est, comme on dit, les conditions de travail et les conditions du contrat lui-même. C'est-à-dire que si je suis salarié, je dois avoir la liberté de quitter si je veux quitter. Et ça, cette notion-là n'existe pas dans la santé publique par la nécessité de service. Besoin d'une réforme dans cette loi qui le régit? On a besoin d'une réforme pour pouvoir attirer. Parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui ne veulent pas s'engager dans la santé publique parce qu'ils savent que s'ils s'engagent, ils auront beaucoup de difficultés à quitter. Donc, il faudrait peut-être réformer cette loi. Donc voilà, c'est la réponse donc, à vos 2 questions. Merci. Moi, si je veux faire une copie sur le monde des affaires, chaque fois qu'on essaie de réglementer et de fermer une porte, en réalité, on crée un obstacle au développement. Comme aux investissements, à un moment donné au Maroc, les Marocains devaient garder 51% des sociétés et seulement 49%. Ça nous a bloqué pendant 20 ans. Et lorsqu'on a ouvert, il n'y a pas eu plus d'externalisation que de marocanisation de l'industrie. Ça n'a pas changé. Si vous, par exemple, les pays où il fallait avoir un visa, par exemple, si vous enlevez les visas, il n'y aura pas plus de monde qui vont partir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed lorsqu'il dit, si vous dites aux gens, allez dans une région de manière volontaire, pas parce que vous allez volontaire, vous repartez de manière volontaire, vous réglez le problème définitivement. Ce sont des blocages plus culturels et psychologiques que réels. Moi, je pense que Casablanca, il va y avoir des candidats parce que les gens veulent vivre dans une ville moderne, etc. Mais si vous travaillez par région, je pense qu'il faut un régulateur, obligatoirement. Il faut un régulateur qui crée l'équité entre les régions. Si vous travaillez par région, il y aura les 3 régions. La distribution du PIB marocain va être calquée sur la distribution du personnel médical. Donc, à mon avis, si vous travaillez par région, il faut qu'un régulateur central puisse équilibrer un peu les régions, sinon ça ne va pas marcher. Merci. Vous voulez apporter quelque chose? Dernier point. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par rapport à la régionalisation. Mais bien sûr, il faut aussi penser, c'est très important ce que vous venez de dire, il faut donner l'occasion, il faut donner le droit à ces médecins qui sont nommés dans des villes ailleurs de pouvoir changer dans 3-4 ans, dire voilà, il faut un minimum de services et puis vous avez le droit de rester ou de partir. J'ai vu ça dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il y a des facultés où les départements sont assez flexibles avec les enseignants pour aller changer pour la mobilité. Qu'est-ce qui se passe? Ces facultés, ils attirent les meilleurs.
il attire les meilleurs parce que le meilleur dit, moi je peux aller dans une petite faculté ou une petite université, je peux servir 2-3 ans, mais après j'ai le droit, je sais que je peux aller dans une autre ville plus grande. Et du coup, vous attirez les meilleurs. Le type là, le président de l'université, la petite université, il est conscient qu'il ne peut pas attirer les meilleurs parce que c'est une petite université. Mais s'il leur dit, vous pouvez venir pour 4 ans et 5 ans et après je vous libère, ils viennent. Mais pendant ces 5 ans, ils sont très efficaces. Et donc, et puis la régionalisation, s'il n'est pas accompagné par des régulateurs, il ne va pas marcher. Si vous, comme j'ai vu, si vous voulez l'expérience des CHU déjà qui sont bien établis, est-ce qu'ils sont bien équipés, est-ce qu'ils ont les ressources humaines qu'il faut, si vous créez une régionalisation sans équité, sans régulation, ça ne va pas marcher non plus. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je cède la parole au public si vous avez des questions. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions, que nos chers experts y répondent, et ensuite on prendrait d'autres questions. D'accord? Ça vous va, monsieur? Moi, je suis docteur Ilham Mazouzi et ma question je pense qu'elle va retourner sur l'équité sociale, surtout dans le domaine de la santé. Et voilà, c'est par rapport aux personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a une politique assez claire pour parler d'une politique inclusive pour pouvoir réussir cette équité sociale et territoriale? Voilà. Moi, je pense que, pas uniquement pour l'handicap, mais pour tous les patients souffrant de pathologies, je pense et je suis convaincu que la télémédecine et la médecine mobile sont deux éléments qui participent énormément et qui participeront énormément à l'équité sociale. Je dis très bien que si on prend une personne aveugle à cause de sa cataracte, qui est un handicap, qui vit très loin du centre-ville, qui n'a pas quelqu'un de sa famille parce que ses enfants sont tous à Casablanca, il n'aura personne pour l'accompagner pour faire sa chirurgie de cataracte, même s'il a les moyens. Et donc, si on fait le diagnostic par la télémédecine et on fait la chirurgie par la médecine mobile, on résout et on participe à l'équité sociale de ces patients. Moi, je suis convaincu que la médecine mobile et la télémédecine sont des éléments importants pour l'équité sociale. Je voudrais juste citer une expérience que le Croissant Rouge marocain vit. Nous avons ouvert une école pour trisomiques au centre La Mariam à Sidi Moumen. Nous avons 5 classes. 5 classes de 20 personnes, de 20 élèves. Nous avons pris les quartiers périphériques de cet endroit parce qu'il y a un problème de transport. Chaque élève coûte 16 000 dirhams par an. Ce qui fait qu'une classe coûte 300 000 dirhams. Nous sommes à 4-5 ans, on a ouvert la 5e classe, donc nous sommes déjà à des budgets importants. Nous vivons que sur des donneurs, que sur des donations, que sur les bienfaiteurs. Mais je peux vous dire que si on avait les moyens, on ouvrirait 10 fois plus. Parce qu'on élargirait la géographie et on réserve des moyens de transport et que rien que la région de Sidi Moumen, on a de quoi ouvrir 30 classes pour trisomiques. Mais ça coûte de l'argent parce que les enseignantes sont spécialisées dans cette formation. Ce ne sont pas des enseignants normaux. Parce que la manière de travailler avec les trisomiques, etc., n'est pas spécifique. Donc c'est juste pour vous dire que les besoins sont considérables. Donc en tant que société civile, nous faisons le maximum de ce que nous pouvons et il y a beaucoup de donateurs. Il faut vous dire que les bienfaiteurs au Maroc, il y en a beaucoup. Beaucoup. À l'école d'infirmière, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent voilà de quoi faire les études 3 ans pour 5 personnes. Il faut que ce soit seulement des orphelins, des choses comme ça. À trisomique aussi, il y a des gens qui prennent 3, 4, 5 personnes individuellement. C'est pour ça que la société civile est très active et les gens sont généreux, les gens sont vraiment très solidaires. Moi, je suis dans le social depuis très longtemps. Je ne retrouve pas ça dans d'autres pays que j'ai visités. On a visité beaucoup de pays sur le plan social. Il faut se réjouir de cet esprit marocain de solidarité. Donc c'est juste pour vous dire, les besoins sont considérables. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour vos interventions.
Je ne sais pas. Allez-y. Si vous- Je peux si vous peux voulez rajouter rebondir. un petit élément par rapport à la question de notre collègue. C'est par rapport à l'handicap. Donc, il y a l'handicap, vous avez plutôt insisté sur l'handicap génétique, il y a l'handicap accidentel. Et donc, certes, le problème il est très important. Dans la majorité des hôpitaux marocains, il n'y a pas de facilitation destinée spécialement aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Et donc, traiter des handicapés, la télémédecine est une solution. Par exemple, la téléréhabilitation des personnes accidentées se fait déjà. Il y a des solutions qui se font à distance pour permettre une remise à bon état, puisqu'on ne peut pas ramener un handicapé sous traitement chaque jour ou chaque semaine à l'hôpital. Par la réalité augmentée aussi. Par la réalité augmentée étant associée à la télémédecine, l'intelligence artificielle associée à la télémédecine, ça permet aussi de mieux. Donc il y a ces solutions qui viennent comme couche supplémentaire, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, à mieux gérer et mieux gérer ces téléréhabilitations. Mais aussi, je voulais parler au niveau de la prévention. Donc, vous savez que parmi les handicapés génétiques au Maroc, on estime qu'il y en a 30 000 par an. Et que ces 30 000 peuvent être évités, une grande partie peut être évitée par un programme de dépistage néonatal d'un certain nombre de pathologies génétiques. Dans certains pays, on arrive déjà à isoler de façon systématique, obligatoire, notamment aux États-Unis, jusqu'à 50 pathologies génétiques. Ça pourrait réduire de 50% le nombre d'handicapés que nous avons dans le pays. Donc, il ne suffit pas simplement de suivre ces handicapés, il faut les prévenir. Il n'y a pas de politique marocaine de dépistage néonatal. Il y a une expérience qui a démarré avec les pathologies congénitales, qui avait une petite ambition d'aller vers 5 pathologies, mais à ce jour, il n'y a aucun programme. Et donc, la Fondation, moi, j'aimerais bien que la Fondation Ben Salah puisse plaidoyer pour un élargissement de programmes de dépistage néonatal à toutes les pathologies qui risquent de produire des pathologies. Qu'est-ce qui se passe? Si vous arrivez à détecter la pathologie pendant le premier mois et vous agissez, vous évitez l'handicap mental. C'est aussi simple que ça, par une action, généralement par la nutrition. Voilà. Oui. Bon, revenir à votre question, je suis le président d'instance économique et sociale au Conseil régional de l'Oriental. Donc, nous avons programmé un budget sous forme de primes pour encourager les médecins de travailler la zone enclavée. Donc, des primes, pourquoi pas des voitures, un logement pendant une petite période d'une année, pour encourager de travailler Figuig, Bouarfa, Driouesh. Donc, ici, 2024, on peut voir ça dans la région orientale. Revenons à la télémédecine. Je suis président du cluster Divinov qui travaille sur le e-santé et surtout sur la télémédecine. On a terminé la semaine, ça fait 2 semaines, l'étude sur la télémédecine au niveau de la région orientale. Donc, il y a beaucoup de défis démographiques, budgétaires, des contraintes budgétaires, mais on a, comment on dit, on a trouvé des solutions de connectivité par satellite. Donc, il y a des Suisses avec un budget minimum, donc c'est pas un grand budget. Nous avons trouvé des télécabines et des mallettes mobiles. Donc, on peut travailler avec cette télécabine, la connectivité entre le CHU et les hôpitaux provinciaux avec cette télécabine et la connectivité des centres de radiologie. Donc, le programme, il est là. Donc, les lois, donc, on peut démarrer dans 2024, Inch'Allah, une convention entre la région et le ministère de la Santé.
Merci pour votre retour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers intervenants, pour vos brillantes interventions, aussi bien professionnelles que complémentaires, qui se complètent. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci pour votre généreuse contribution. Et j'espère vous donner rendez-vous pour la prochaine édition, Inch'Allah, l'année prochaine, dans laquelle nous repartirons sur, je l'espère, d'autres sujets plus développés de la santé. Merci à vous, merci à votre assistance et j'espère qu'on a pu répondre à ces questions-là.